Dans les ombres de la Seconde Guerre mondiale, un projet aussi sinistre qu'ambitieux a été forgé, le projet Lebensborn, conçu par Heinrich Himmler en 1935. Ce programme macabre nazi avait un objectif aussi effrayant que perturbant: la création d'une race supérieure d'Aryens purs destinée à dominer l'avenir du Troisième Reich. Les maisons Lebensborn, éparpillées dans toute l'Allemagne et les territoires occupés, sont devenus les sanctuaires sombres de milliers d'enfants sélectionnés pour leurs caractéristiques idéales. Ceux innocents ont été arrachés à leurs familles, soumis à un endoctrinement implacable et façonnés pour correspondre à l'idéal aryen brutal nazi. Avec l'effondrement du Troisième Reich, le projet Lebensborn est resté enveloppé dans un manteau de honte et de silence sépulcral. Les survivants, marqués par la recherche incessante de leurs véritables origines, ont affronté une lutte titanesque pour reconstruire leurs identités et confronter les ombres de leur passé. Comme l'a dit un jour l'infâme leader nazi Heinrich Himmler, « Nos garçons doivent être forts et beaux. Quand je vois nos enfants et nos jeunes, l'idée de Lebensborn prend vie. Rejoignez-nous dans ce voyage épique alors que nous dévoilons les secrets les plus sombres du projet Lebensborn et révélons son impact dévastateur sur la vie des innocents pris dans son réseau. Bienvenue dans les contes de Léonard de Vinci. La ligne de sang de la suprématie, Forging the Aryan Myth. Pour mieux comprendre l'arrière-plan de ce sinistre projet, nous devons plonger au plus profond de la conscience nazie. Dans le système de valeurs nazi, tout tournait autour d'une seule chose: la race. Toute l'idéologie nazie se construit sur la croyance qu'il existe des différences fondamentales entre les êtres humains basées sur la race. Si on demandait à un nazi de justifier sa théorie, il pointerait les caractéristiques distinctives des personnes de différentes couleurs de peau. Il existe des races de peau rouge, jaune, noire et blanche. Même parmi ces races, il y avait des variations dans les traits physiques. Cependant, les nazis affirmaient que ces différences visibles étaient la base de disparités plus profondes entre les races, principalement dans les attributs mentaux et spirituels. Les nazis avaient une vision holistique selon laquelle le corps, l'esprit et l'âme d'une personne forment un tout, et donc que les différences raciales vont au-delà de l'évidence et affectent l'essence même de l'être d'une personne. Dans la palette mondiale des races, les nazis croyaient qu'une race en particulier était au-dessus des autres, la race aryenne. Pour comprendre l'obsession des nazis pour la pureté raciale, il est essentiel de comprendre comment ils ont mal interprété le concept de la race aryenne. Le terme « aryen » provient à l'origine des anciennes langues indo-iraniennes, spécifiquement du mot sanskrit « arya » et du mot avestique « aérya », qui signifiait « noble » ou « honorable ». Au XIXe siècle, les linguistes européens qui étudiaient les similitudes entre diverses langues ont identifié une famille de langues qu'ils ont appelées indo-européennes. Ces langues incluaient le sanskrit, le persan, le grec, le latin et la plupart des langues européennes modernes. Ils ont adopté le terme arien pour décrire les ancêtres hypothétiques communs de ces langues, en particulier la branche indo-iranienne. Avec le temps, les érudits ont commencé à étendre le terme aryen d'une catégorie linguistique à une catégorie raciale. Ils ont supposé que les locuteurs des langues indo-européennes originales formaient un groupe racial distinct. Cela ne reposait sur aucune preuve solide, mais plutôt sur une combinaison d'études linguistiques et de théories raciales populaires au XIXe siècle. L'idée a finalement été adoptée par Adolf Hitler et les nazis, qui ont encore plus déformé le concept de race aryenne pour l'adapter à leurs propres idéologies raciales. Dans l'idéologie nazie, la race aryenne était vue comme la race supérieure, Ehrenvolk, un groupe destiné à gouverner sur les autres. Ce concept a été fortement influencé par les travaux antérieurs de théoriciens comme Gobineau et Houston Stewart Chamberlain. Dans son œuvre majeure, Mein Kampf, Hitler affirme que la race aryenne est le pinacle du développement humain, responsable de la création et du maintien des grandes civilisations. Selon Hitler, la race aryenne possède des qualités uniques telles que la créativité, l'intelligence et la capacité de sacrifice qu'il prétendait absentes chez les autres races. Parmi tous les peuples aryens, Hitler affirmait de plus que les plus purs étaient les Nordiques dont les principales caractéristiques étaient la peau pâle, les cheveux blonds et les yeux bleus. Les Nordiques étaient mentalement doués, véridiques, énergiques et naturellement prédisposés au leadership. Leurs traits physiques et spirituels
était considéré comme le standard idéal pour le peuple allemand. Par conséquent, les nazis considéraient comme leur tâche principale non seulement de favoriser la croissance des gènes nordiques au sein de la nation allemande, mais aussi d'endoctriner les générations futures avec les idéaux de la supériorité nordique. Ils devaient élever la nouvelle et magnifique nation. La quête de la pureté raciale, l'héritage sombre de l'Allemagne nazie. Une tâche centrale dans cet effort était le maintien de la pureté raciale. L'hygiène raciale était la solution à ce que les nazis considéraient comme la décadence à long terme de la nation et de l'État allemand. Le premier pas dans cette direction fut l'élimination de ceux qu'ils considéraient comme le tissu pourri du corps allemand. Il s'agissait de groupes sociaux spécifiques jugés inférieurs en raison de leurs caractéristiques naturelles. La haute fertilité parmi ces secteurs socialement instables de la population allemande était perçue comme une menace sérieuse pour le bien-être futur de la nation. Une autre menace, peut-être tout aussi dangereuse, était le métissage racial. Les nazis croyaient sincèrement que le mélange des peuples nordiques avec d'autres races mènerait inévitablement à la dégénérescence de leurs caractéristiques supérieures. Les opinions de Hitler sur la race étaient fortement influencées par son interprétation de l'évolution darwinienne, qu'il déformait pour soutenir son idéologie de hiérarchie raciale et de survie du plus apte parmi les races humaines. Hitler critiquait également ce qu'il voyait comme l'échec des empires passés à maintenir la pureté raciale. Il affirmait que la chute de l'Empire romain était due au métissage racial et à la perte conséquente de ses traits aryens. Dans Mein Kampf, Hitler utilisait cette analyse historique pour avertir du même destin qui attendait l'Allemagne si elle n'adhérait pas au principe de pureté raciale. Il prônait donc des politiques qui garantiraient que la race aryenne reste immaculée par rapport aux autres races. Cela incluait des lois restrictives, l'eugénisme, la promotion des grandes familles aryennes et l'éducation des jeunes. Il imaginait une société qui interviendrait activement pour prévenir le métissage racial et promouvoir le bien-être de la race aryenne. Pour les nazis, c'était une question de devoir moral, une mission établie par l'ordre naturel et la volonté divine. La préservation et l'avancement de la race aryenne étaient considérés comme essentiels à la survie et à la prospérité de l'humanité dans son ensemble. Pour diffuser l'idée de la supériorité nordique et de la pureté raciale, le régime nazi en Allemagne utilisait tous les outils possibles, les plus subtils comme la propagande aux moins subtils. Les nazis utilisaient diverses formes de médias, de littérature et de communication pour endoctriner les enfants comme les adultes avec leurs croyances. L'une des principales outils qu'ils utilisaient était la radio. Joseph Goebbels, le ministre de la propagande, veillait à ce que les radios soient abordables et disponibles dans la plupart des foyers allemands. À travers la radio, les nazis diffusaient des discours, des nouvelles et des programmes qui glorifiaient la race aryenne et vilipendaient les juifs et autres minorités. Ces émissions étaient conçues pour être persuasives, répétant des messages simples encore et encore pour les graver dans les esprits des auditeurs. Un autre média important était le cinéma. Les nazis produisaient des films qui représentaient les Aryens comme nobles et forts, tandis qu'ils dépeignaient les Juifs et autres comme méchants et corrompus. Des films comme Le Juif éternel présentaient des stéréotypes racistes comme des faits. Ces films étaient projetés dans les cinémas de toute l'Allemagne et constituaient un puissant outil pour façonner l'opinion publique. Mais ce que les nazis considéraient comme la tâche la plus importante était de cibler les enfants par l'éducation et les programmes de jeunesse. Les manuels scolaires étaient réécrits pour inclure l'idéologie nazie, enseignant aux enfants que les Aryens étaient la race supérieure et qu'il était de leur devoir de maintenir la race pure. L'organisation des jeunesses hitlériennes jouait un rôle crucial dans cet endoctrinement. Les jeunes étaient enseignés à idolâtrer Adolf Hitler et à accepter sans question les croyances nazies. Dans la vie quotidienne, les nazis utilisaient des affiches et des slogans pour rappeler constamment au peuple leurs idéaux. Les affiches représentant des Aryens forts et blonds et diabolisant les Juifs étaient courantes dans les espaces publics. Les slogans comme ein Volk, un Reich, un Führer, un peuple, un empire, un chef renforçaient l'unité et la supériorité de la race aryenne. La littérature était un autre composant clé. Des livres, des brochures et des affiches véhiculant des messages sur la supériorité de la race aryenne étaient largement distribués.
La Bible de la théorie raciale était Mein Kampf de Hitler, un livre qui décrivait l'idéologie raciste des nazis et leurs plans pour l'Allemagne. Ce livre était intensivement promu et devenait une lecture obligatoire pour les Allemands de toutes les générations. Grâce à ces méthodes, le régime nazi visait à créer une société où les croyances racistes étaient normalisées et largement acceptées. En contrôlant les médias et l'éducation, il s'assurait que leur idéologie était ancrée dans les esprits des jeunes et des adultes, promouvant la dangereuse et fausse idée de la supériorité aryenne. En plus de promouvoir la pureté aryenne, un aspect important de la doctrine nazie était la campagne systématique d'élimination violente des éléments indésirables de la société allemande. À cet égard, les Juifs étaient présentés comme la menace raciale ultime. Ils étaient accusés d'être des éléments subversifs qui sapaient la société aryenne. Cette culpabilisation entraînait la persécution publique des Juifs et la mise en œuvre de lois anti-juives. Les lois de Nuremberg de 1935 codifiaient cette haine raciale, interdisant le mariage et les relations sexuelles entre Juifs et non-Juifs et dépouillant les Juifs de leurs droits civils. La campagne culminait avec l'Holocauste, où 6 millions de Juifs étaient systématiquement assassinés dans les camps de concentration. Bien que les Juifs aient été la cible principale, d'autres groupes souffraient également en raison des politiques raciales nazies. Les nazis visaient également les tziganes et les slaves, ainsi que des membres de leur propre nation. Parmi ceux-ci se trouvaient des individus handicapés et tous ceux qui, pour une raison quelconque, étaient considérés comme génétiquement inférieurs. Ils étaient victimes des sinistres politiques d'eugénisme nazi. Heinrich Himmler, architecte du destin aryen, central dans l'application de ces politiques brutales, fut Heinrich Himmler, chef des SS. Himmler était un fervent adepte des idées de pureté raciale et de supériorité de la race aryenne. Influencé par diverses théories pseudo-scientifiques, il était déterminé à les appliquer pour créer une société conforme à ses idéaux raciaux. Sous sa direction, les SS devinrent l'instrument principal pour mettre en œuvre ces politiques eugéniques. L'un des principaux axes de Himmler dans la promotion de l'idée d'hygiène raciale fut la campagne d'élimination de ceux jugés génétiquement inférieurs. Comme mentionné précédemment, cela incluait non seulement les Juifs, mais aussi les Roms, les personnes handicapées et d'autres considérés comme racialement ou génétiquement inaptes. Himmler voyait ces groupes comme des menaces pour la pureté et la santé de la race aryenne. Himmler joua un rôle fondamental dans l'organisation et la supervision du tristement célèbre programme T4, qui visait à exterminer les individus handicapés. Ce programme, initialement mené en secret, impliquait la mise à mort systématique de personnes handicapées par des méthodes telles que les chambres à gaz et les injections létales. Au-delà du programme T4, Himmler étendit ses politiques eugéniques à la population générale. Il mit en œuvre des lois matrimoniales strictes, exigeant que les membres des SS démontrent la pureté raciale de leurs partenaires avant de pouvoir se marier. Ces lois visaient à s'assurer que seuls ceux considérés comme racialement aptes puissent se reproduire, promouvant ainsi la propagation de traits génétiques désirables. Himmler établit également le programme Lebensborn, qui encourageait la naissance d'enfants racialement purs. Himmler voyait cela comme un moyen d'augmenter rapidement la population aryenne. Des foyers Lebensborn furent créés où les mères racialement pures pouvaient donner naissance et élever leurs enfants dans un environnement mettant l'accent sur l'idéologie nazie. En plus de promouvoir les naissances parmi les racialement purs, Himmler participa également à l'enlèvement d'enfants racialement désirables des territoires occupés. Ces enfants étaient amenés en Allemagne pour être élevés comme des Aryens. Himmler croyait que cela aiderait à augmenter la population aryenne et à assimiler des traits génétiques désirables dans la société allemande. Himmler joua également un rôle clé dans l'Holocauste. Il supervisa l'établissement et le fonctionnement des camps de concentration où des millions de Juifs et d'autres groupes ciblés furent exterminés systématiquement par des méthodes de meurtre de masse précédemment développées dans le programme T4. Tout au long de sa carrière, Himmler fut animé par une croyance fanatique dans les principes de l'eugénisme et de la pureté raciale. Il se voyait comme un protecteur de la race aryenne et était prêt à aller jusqu'à l'assassinat de millions de personnes pour atteindre ses objectifs. La pureté raciale, le sinistre règne de la stérilisation et de l'euthanasie.
Le projet nazi de nettoyer la société allemande des éléments indésirables reposait sur les principes de l'eugénisme. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, l'eugénisme gagna du soutien en Europe et aux États-Unis en tant que théorie, affirmant que la société pouvait être améliorée en encourageant les personnes avec des bons gènes à avoir plus d'enfants et en empêchant ceux avec des mauvais gènes de se reproduire. Quand Adolf Hitler arriva au pouvoir, il poussa ces idées à l'extrême. Sous son gouvernement, l'eugénisme devint un outil pour la purification raciale. Les nazis commencèrent par la stérilisation forcée des personnes qu'ils considéraient comme génétiquement inférieures. Cela escalada jusqu'au programme d'euthanasie, où des individus handicapés et malades mentaux furent systématiquement assassinés. Le programme de stérilisation fut une partie cruciale des politiques eugéniques du régime. Il avait pour but de créer une société aryenne racialement pure, en empêchant ceux considérés comme génétiquement inférieurs de se reproduire. La base de cette politique fut établie avec la loi pour la prévention de la descendance avec des maladies héréditaires de 1933. Cette loi ordonnait la stérilisation obligatoire des individus avec des conditions considérées héréditaires, comme les maladies mentales, les déformations physiques, l'épilepsie, la cécité et l'alcoolisme sévère. Sous cette loi, les nazis établirent des tribunaux de santé héréditaires pour examiner les cas et déterminer qui seraient stérilisés. Ce tribunal était composé d'un juge, d'un médecin et d'un expert en santé génétique. Les décisions étaient souvent prises rapidement et sans le consentement des personnes concernées, ce qui créait une peur et une oppression généralisée. On estime qu'en 1939, le système judiciaire établi avait stérilisé environ 300 000 personnes. Les méthodes de stérilisation impliquaient initialement des procédures chirurgicales standards. Cependant, à mesure que le programme s'étendait, les nazis cherchèrent des méthodes plus efficaces et moins invasives. En 1936, des amendements à la loi permirent l'utilisation des rayons X pour la stérilisation, particulièrement pour les femmes de plus de 38 ans ou dans les CA, où les procédures chirurgicales représentaient des risques significatifs. On croyait que cette méthode était plus rapide et plus facile à administrer à grande échelle, bien qu'elle entraînait souvent des complications sévères. Cependant, le programme de stérilisation ne s'arrêta pas avec la chirurgie et les rayons X. Les experts médicaux nazis réalisèrent des expériences pour trouver d'autres méthodes. Par exemple, le docteur Karl Klauber expérimenta avec l'injection de substances caustiques dans les organes reproducteurs des femmes pour obstruer les trompes de Fallope. De même, le docteur Horst Schumann réalisa des expériences en utilisant des doses élevées de rayons X pour stériliser à la fois les hommes et les femmes. Ces expériences, souvent réalisées sur des prisonniers des camps de concentration, causèrent d'immenses souffrances et entraînèrent la mort de nombreuses victimes. Le plus terrifiant dans le programme de stérilisation était qu'il ne s'agissait pas d'un agenda nazi caché. De plus, il était intensément promu à travers la propagande. Des films et autres médias furent utilisés pour convaincre le public de la nécessité de ces mesures, représentant ceux avec des maladies héréditaires comme un fardeau pour la société. Le message était clair. La santé de la nation dépendait de l'élimination de ces gènes défectueux du pool génétique. À mesure que la guerre progressait, le programme de stérilisation s'étendit aux territoires occupés. De nombreuses personnes dans ces régions furent stérilisés de force dans le cadre des efforts nazis pour germaniser les zones qu'ils considéraient comme leur espace vital et éliminer ceux qu'ils considéraient comme inaptes. Cela incluait non seulement ceux avec des conditions héréditaires, mais aussi ceux considérés comme racialement inférieurs, tels que les Juifs, les Slaves et les Roms. Le programme de stérilisation eut des effets dévastateurs sur ces victimes, les dépouillant de leurs droits reproductifs et les soumettant à des procédures médicales inhumaines. À mesure que les nazis devenaient plus confiants et impitoyables, ils passèrent de la stérilisation à l'élimination des personnes ayant des handicaps physiques et mentaux. Les nazis croyaient que ces personnes étaient un fardeau pour la société et ne correspondaient pas à leur idée d'une race aryenne parfaite. Le programme commença en 1939, juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Adolf Hitler signa un ordre secret permettant aux médecins de tuer les patients considérés comme incurables. Ce programme fut appelé Action T4, nommé ainsi d'après l'adresse de son siège au 4 Tiergartenstrasse à Berlin.
Les nazis utilisèrent le terme « euthanasie » pour faire croire qu'ils aidèrent les personnes, mais en réalité, il s'agissait de meurtre. Les médecins et les infirmières reçurent l'ordre d'identifier les patients qu'ils croyaient incurables. Ils utilisèrent des formulaires pour signaler ces patients à des commissions spéciales. Ces commissions décideraient qui serait tué. Beaucoup de médecins et d'infirmières furent forcés ou convaincus de participer à ce programme. On leur disait que c'était pour le bien de la nation. Les patients étaient emmenés des hôpitaux et des asiles vers des centres d'extermination. Ce centre était situé dans des lieux secrets, souvent d'anciens hôpitaux ou maisons de retraite. Il y avait 6 centres principaux d'extermination: Brandenburg, Grafenegg, Hartheim, Sonnenstein, Bernburg et Hadamar. Dans ces centres, les patients étaient tués dans des chambres à gaz déguisées en douche. On leur disait qu'ils allaient se baigner, mais en réalité, ils étaient exposés à un gaz mortel. D'autres patients étaient tués par injection létale ou par la faim. Les corps des victimes étaient souvent incinérés pour dissimuler les preuves. Les familles étaient informées que leurs proches étaient morts de causes naturelles et recevaient de faux certificats de décès avec de fausses informations. Avec le temps, le programme s'étendit pour inclure les enfants handicapés. Les sages-femmes et les médecins étaient obligés de signaler les nouveau-nés avec des handicaps physiques ou mentaux. Ces enfants étaient souvent enlevés et tués. Les personnes âgées, les malades mentaux et ceux souffrant de maladies chroniques furent également victimes du programme. Les nazis croyaient que toutes ces personnes étaient un fardeau pour la société et l'économie. Le programme d'euthanasie était censé rester secret, mais les rumeurs commencèrent à se répandre. Certaines familles devinrent soupçonneuses lorsque de nombreuses personnes en bonne santé moururent subitement. Certains médecins et infirmières refusèrent de participer et tentèrent de révéler le programme. L'Église catholique et certains leaders protestants s'exprimèrent contre lui. La protestation publique grandit et en 1941, Hitler arrêta officiellement le programme en raison de la réaction qu'il provoqua. Cependant, les meurtres continuèrent en secret, les médecins et infirmières continuant à tuer les patients dans les hôpitaux et les asiles sans aucun ordre officiel. Cette phase fut appelée « euthanasie sauvage ». Lorsque l'Europe sombra dans le chaos, il n'était qu'une question de temps avant que les politiques d'euthanasie s'étendent aux prisonniers des camps de concentration. Ce programme fut connu sous le nom d'Action 14F13. Ce code faisait référence à l'élimination systématique des prisonniers jugés inaptes au travail ou considérés comme un fardeau. Le processus commença en 1941, lorsque les commandants des camps de concentration reçurent l'ordre d'identifier les prisonniers trop malades ou trop faibles pour travailler. Une équipe de médecins et d'officiers, souvent les mêmes impliqués dans le programme T4, visitait les camps. Ils effectuaient des examens médicaux pour déterminer qui serait sélectionné pour l'extermination. Les meurtres étaient effectués sous prétexte de traitement médical. On disait aux prisonniers qu'ils allaient être transférés pour recevoir de meilleurs soins médicaux, mais en réalité, ils étaient envoyés à la mort. Les prisonniers sélectionnés étaient envoyés dans les mêmes centres d'extermination utilisés pour le programme T4, où ils étaient tués avec les méthodes déjà éprouvées des chambres à gaz. Les corps étaient ensuite incinérés pour dissimuler les preuves du meurtre de masse. À mesure que la guerre progressait, la portée d'Action 14F13 s'élargit. Elle commença à inclure non seulement ceux qui étaient malades ou handicapés, mais aussi ceux considérés comme politiquement peu fiables ou racialement inférieurs. La mise en œuvre d'Action 14F13 démontra l'approche froide et bureaucratique des nazis envers le meurtre de masse. Ce fut une extension de leur croyance en l'hygiène raciale et l'élimination de ceux qu'ils considéraient comme indignes de vivre. Fondement de la patrie, la famille aryenne idéale. Contrairement aux parties malsaines de la société, les nazis accordaient une grande importance aux familles nordiques en bonne santé. Elles étaient l'outil de base pour promouvoir l'hygiène raciale et revitaliser la nation allemande. Ils voulaient augmenter le taux de natalité allemand en encourageant la naissance de plus d'enfants précieux. Cela conduisit à des politiques favorisant les familles nombreuses et stigmatisant les personnes célibataires, les couples sans enfants et ceux n'ayant qu'un ou deux enfants. Les nazis étaient très sélectifs quant aux familles nombreuses qu'ils promouvaient. Ils utilisaient le terme Kinderreich pour décrire les familles répondant à leurs critères raciaux et sociaux. Seules les familles qui étaient héréditairement saines, racialement précieuses
et politiquement et socialement responsables, recevaient le titre de Kinderreich. Cet encouragement sélectif visait à s'assurer que seul le bon type de famille nombreuse contribue à la croissance de la population allemande. Dans cette philosophie, le régime nazi avait des idées précises sur le mariage. Il croyait que le mariage était très important pour créer et préserver une race aryenne forte. Adolf Hitler, dans son livre Mein Kampf, parla de l'importance de rehausser le statut du mariage. Il déclara que le mariage ne devait pas être seulement par amour, mais devait aider à augmenter le nombre d'enfants sains et racialement purs. Hitler lui-même ne se maria pas et affirma qu'il était dédié à sa nation. Cependant, il veilla à ce que les autres suivent des règles strictes en matière de mariage. Les nazis voulaient que les gens se marient tôt et aient des enfants. Ils croyaient que les meilleurs mariages étaient ceux basés sur un amour mutuel sincère, car ils seraient plus stables et produiraient des enfants bien élevés. Les mariages motivés uniquement par l'attraction sexuelle étaient considérés comme faibles et sujets au divorce. Cependant, le plus important était que les deux conjoints devaient être en bonne santé et racialement purs pour assurer une descendance forte. C'est pourquoi, en 1935, les nazis introduisirent la loi pour la protection du sang et de l'honneur allemand, qui interdisait les mariages entre juifs et non-juifs. Une autre loi, la loi sur la santé du mariage, exigeait que tous les couples obtiennent un certificat prouvant qu'ils étaient en bonne santé et aptes à se marier. Ceux ayant des maladies graves ou considérés comme racialement inférieurs n'étaient pas autorisés à se marier. Le régime encourageait également les mariages précoces en offrant des prêts matrimoniaux. Ces prêts étaient sans intérêt et pouvaient être utilisés pour acheter des articles ménagers. Cependant, les prêts n'étaient accordés que si la femme quittait son emploi, car les nazis voulaient que les femmes se concentrent sur la maison et la famille. Le remboursement du prêt était réduit à chaque naissance, et après le 4e enfant, le prêt n'avait plus besoin d'être remboursé. Malgré ces efforts, de nombreux couples n'avaient toujours pas de famille nombreuse. Les prêts ne suffisaient pas à couvrir les coûts d'élever plusieurs enfants. En 1939, environ 42% de tous les mariages étaient soutenus par ces prêts, mais les couples avaient en moyenne seulement 1 ou 2 enfants. Paradoxalement, dans le même effort pour promouvoir le taux de natalité, les nazis facilitèrent l'obtention du divorce. De nouvelles lois permirent le divorce si l'un des conjoints était stérile ou refusait d'avoir des enfants. Les couples qui avaient vécu séparés pendant 3 ans ou plus pouvaient également divorcer. Cela ne visait pas à aider les individus, mais à s'assurer que tous les mariages soient bénéfiques pour la race aryenne. L'objectif était de dissoudre les mariages improductifs pour que les individus puissent se remarier et avoir des enfants. Le régime nazi avait des règles très strictes sur le contrôle des naissances et l'avortement. Il voulait augmenter le taux de natalité, mais uniquement pour les enfants aryens en bonne santé. Peu après leur arrivée au pouvoir, les nazis commencèrent à fermer les centres de contrôle des naissances. Beaucoup de ces centres étaient gérés par le Parti communiste, et les nazis utilisèrent la loi pour la protection du peuple et de l'État pour les fermer, les qualifiant de marxistes. Cependant, il fut difficile d'empêcher complètement les gens d'utiliser des méthodes contraceptives. Les lois et la propagande nazie ne firent que réduire la pratique, et beaucoup continuèrent à utiliser des méthodes contraceptives en secret. En janvier 1941, Heinrich Himmler émit une ordonnance policière interdisant la production et la distribution de contraceptifs, mais même cela ne stoppa pas complètement le contrôle des naissances. Les lois sur l'avortement en Allemagne étaient déjà strictes, mais les nazis les rendirent encore plus rigides. En 1933, ils introduisirent des peines plus sévères pour l'avortement. Ils ajoutèrent de nouveaux paragraphes à la loi, rendant illégal de faire de la publicité ou de recommander des services d'avortement. Cependant, les avortements étaient permis et parfois requis si l'enfant n'était pas considéré comme racialement ou héréditairement sain. En 1936, Himmler créa le Bureau central du Reich pour la lutte contre l'homosexualité et l'avortement. Les nazis voyaient l'avortement et l'homosexualité comme des menaces à leur objectif d'augmenter la population aryenne. Pendant la guerre, les lois devinrent encore plus strictes. En 1943, une nouvelle loi stipulait que toute personne pratiquant de nombreux avortements pouvait être condamnée à mort. Femmes aryennes, ventre du Reich. Toutes ces lois imposèrent un lourd fardeau sur les épaules des femmes allemandes.
En les promouvant comme les porteuses de la Renaissance allemande, on leur refusa la plupart de leurs droits fondamentaux. L'un des plus importants fut le droit au travail. Pendant le régime nazi, le rôle des femmes dans la force de travail fut soigneusement contrôlé et influencé par l'idéologie nazie. Les nazis ne voulaient pas éliminer complètement les femmes du marché du travail, mais cherchaient à limiter leur présence dans certaines industries et à promouvoir des rôles traditionnels comme donner naissance à autant d'enfants que possible. Les nazis voulaient réduire le nombre de doubles salariés. Les doubles salariés étaient des femmes mariées qui avaient un emploi, ajoutant des revenus supplémentaires à leur famille, tout en occupant des postes qui pourraient aller aux hommes. Pour remédier à cela, les nazis licencièrent les femmes mariées de la fonction publique et les encouragèrent à faire des travaux agricoles, sociaux ou domestiques qu'ils considéraient plus appropriés pour les femmes. Les femmes restant dans l'industrie étaient encouragées à effectuer des tâches routinières et monotones qui ne les distraient pas de leurs devoirs familiaux. Les nazis reconnaissaient que certaines femmes travaillaient volontairement pour leur indépendance ou pour des revenus supplémentaires pour la famille. Bien qu'ils désapprouvaient ces motivations, ils étaient plus préoccupés par les femmes qui devaient travailler par nécessité financière, surtout les mères avec des familles nombreuses. Les dirigeants nazis croyaient que cette situation était injuste et antisociale car elle mettait en danger la vie conjugale et familiale. Ils pensaient que lorsque les deux parents travaillaient, le foyer n'était pas correctement entretenu. Les parents rentraient à la maison fatigués et les enfants souffraient de l'absence de leur mère. C'est pourquoi ils établirent le Hilfswerk Mütter und Kind, aide pour mère et enfants, une agence spéciale de l'organisation de bien-être nazie NS Volkswohlfahrt, NSV. Cette agence visait à soutenir les mères et les enfants, en se concentrant sur la santé et l'éducation des mères, pour s'assurer qu'elles puissent s'occuper de leur famille. L'agence fournissait une assistance matérielle, une aide à domicile et organisait des séjours de récupération pour les mères dans le besoin. Le programme de bien-être fournissait une assistance matérielle aux mères dans le besoin. Au lieu de donner de l'argent, ils offraient des choses comme des lits, de la literie, des vêtements pour bébés et de la nourriture. Les mères avec de nombreux enfants, les femmes enceintes et les nouvelles mères recevaient de l'aide pour les tâches ménagères. Parfois, des jeunes filles de la Ligue des jeunes filles allemandes, BDM, les assistaient. Des travailleuses sociales et des infirmières visitaient les foyers pour donner des conseils et vérifier la santé des femmes enceintes et des nouvelles mères. Elles aidaient à prévenir les problèmes d'allaitement et donnèrent des conseils pratiques sur les soins aux enfants. Les mères célibataires recevaient aussi de l'aide, à condition qu'elles soient considérées racialement saines et capables de s'occuper de leurs enfants. Le programme ne faisait pas de discrimination entre les mères mariées et célibataires, cherchant à soutenir toutes celles qui contribuaient à la vision nazie d'une population forte et en bonne santé. La récupération pour les mères impliquait souvent des séjours dans des foyers spéciaux, situés dans des endroits tranquilles comme les montagnes, les zones côtières ou les villes thermales. La durée moyenne des séjours était d'environ 26 jours. Pendant leur séjour, les mères recevaient de la bonne nourriture, du repos et de l'exercice. Elles étaient aussi éduquées sur les idées nationales socialistes et sur comment être de bonnes ménagères et mères. Le processus de sélection pour ces programmes de récupération était strict. Seules les mères considérées racialement et héréditairement saines étaient éligibles. Les mères avec de nombreux enfants, celles affaiblies par l'accouchement ou la maladie, et celles dont les maris étaient au chômage de longue durée avec la priorité. Le programme soutenait aussi les mères qui avaient servi le mouvement nazi avant 1933. Les foyers de récupération surveillaient de près les mères. Toute mère se comportant mal ou ne s'alignant pas sur les idéaux nazis était expulsée. Malgré ces règles strictes, de nombreuses mères appréciaient le programme. Elles écrivaient souvent des lettres exprimant leur gratitude et décrivant leur séjour comme les meilleurs moments de leur vie. L'objectif était de s'assurer que les mères rentraient chez elles plus fortes et prêtes à remplir leur rôle dans la famille et la société. En plus de promouvoir l'idée des femmes comme des chambres d'incubation, les nazis encourageaient aussi les femmes à quitter leurs emplois pour créer des postes vacants pour les hommes au chômage. Cependant, à la fin des années 1930, la nécessité des femmes dans la force de travail augmenta en raison des demandes économiques et de l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale. Les nazis durent concilier leur idéologie
avec la nécessité pour les femmes d'occuper les emplois vacants laissés par les hommes recrutés pour l'armée et pour répondre aux demandes croissantes de production des usines d'armement. Source du destin, le projet Lebensborn et la recherche de l'eugénisme nazi. Malgré la promotion publique des valeurs familiales traditionnelles et de la moralité, ces vertus furent souvent ignorées dans le Troisième Reich. La famille était cruciale pour que le régime nazi atteigne ses objectifs de croissance démographique et de pureté raciale. Mais ce n'était pas le seul facteur considéré. Cela se manifeste surtout dans les opinions d'Hitler sur la polygamie et les enfants illégitimes. Hitler faisait remarquer qu'après la guerre de 30 ans, la polygamie avait aidé la nation à se remettre. À une époque où les femmes étaient plus nombreuses que les hommes, la polygamie assurait la survie de la nation allemande. Au début des années 1930, avec plus de femmes que d'hommes, Hitler affirmait qu'il était incorrect de plaindre des millions de femmes et de les priver d'avoir des enfants. Hitler critiquait la société et les églises pour leur hypocrisie envers les enfants illégitimes et leurs mères. Il croyait que tant que de nombreuses femmes resteraient célibataires, la société ne devrait pas mépriser les enfants nés hors mariage. Les nazis soutenaient même que les mères célibataires ayant des enfants étaient plus précieuses que les femmes mariées qui choisissaient de ne pas avoir d'enfants pour des raisons égoïstes. Heinrich Himmler avait les opinions les plus extrêmes sur le mariage et les enfants. Il soutenait la bigamie, affirmant que les lois matrimoniales, influencées par l'Église catholique, étaient immorales. Himmler croyait qu'avec la bigamie, chaque épouse s'efforcerait d'être la femme idéale de son mari, prévenant ainsi l'indifférence et le manque d'enfants dans les mariages. Il argumentait que les mariages monogames menaient à la tromperie et au manque d'enfants, tandis que la moralité de la classe moyenne empêchait les hommes d'avoir des enfants avec les femmes avec lesquelles ils avaient des aventures. Himmler condamnait la critique envers les mères célibataires, affirmant que toute mère de bon sang, indépendamment de la légitimité de son enfant, devait être vénérée. Tout comme Rosenberg, Himmler méprisait l'hypocrisie de la moralité de la classe moyenne et proposait des idées radicales pour la remplacer. L'une d'elles fut le programme appelé Lebensborn, la source de vie. L'agence Lebensborn fut créée en décembre 1935 comme une organisation luttant contre les avortements en fournissant des foyers discrets pour les naissances illégitimes, empêchant ainsi de nombreuses filles et femmes enceintes de ressentir le besoin d'interrompre leur grossesse. L'agence établissait des foyers de maternité où les femmes célibataires pouvaient donner naissance à des enfants illégitimes dans un environnement privé et confortable, loin de leur foyer. Ce secret maintenait leurs voisins, parents et prêtres dans l'ignorance. Himmler déclara que ces foyers étaient principalement pour les fiancées et épouses des jeunes hommes des SS et, en second lieu, pour les mères illégitimes de bon sang. L'organisation visait à soutenir les familles valables, prendre soin des mères en bonne santé et s'occuper de leurs enfants. Cependant, seules les mères répondant aux critères raciaux et de santé des SS étaient acceptées. Lebensborn opérait depuis son siège à Munich et, à la fin de 1937, comptait 13 300 membres, principalement des SS et quelques policiers allemands. Le taux de mortalité infantile dans ces foyers était de 3%, soit la moitié de la moyenne nationale. Himmler s'intéressait personnellement aux foyers, conseillant sur la diète et s'assurant que les mères recevaient des articles de luxe comme des fruits frais pendant la guerre. Il organisait des cours pour former les mères à la gestion du foyer et aux soins des enfants. Les SS fournissaient une éducation idéologique à travers des conférences, des films et des discussions. Les mères pouvaient se détendre et nouer des amitiés dans ces foyers. Après avoir accouché, les mères pouvaient laisser leur bébé dans le foyer pendant 1 an. Si elles restaient célibataires ou ne pouvaient pas s'occuper de l'enfant après ce délai, le bébé était confié à des parents adoptifs, généralement des officiers des SS. Depuis leur naissance, les enfants de Lebensborn étaient immergés dans un environnement strictement contrôlé qui soulignait les valeurs nazies et la supériorité aryenne. En grandissant, les enfants de Lebensborn étaient enseignés à vénérer Hitler et les SS et à croire en la supériorité raciale de la race aryenne. Les SS utilisaient des cérémonies formelles pour lier les enfants de Lebensborn à la cause nazie. Dans le cadre de leur éducation et de leur intégration dans les SS, les enfants participaient à des rituels et des cérémonies où ils prêtaient serment de loyauté à Adolf Hitler et aux principes des SS. À un certain âge,
Souvent autour de l'adolescence, les enfants de Lebensborn passaient par des rituels de majorité. Ils renouvelaient leur serment de loyauté au Führer et au SS, souvent dans un cadre plus solennel et formel, recevant des objets tels que des dagues, des livres sur l'histoire aryenne ou d'autres symboles du régime nazi. À travers ces méthodes, les SS cherchaient à créer une génération de partisans inébranlablement loyaux qui perpétueraient l'idéologie nazie et soutiendraient les objectifs des SS. Les enfants de Lebensborn étaient destinés à être l'emblème de la pureté raciale et idéologique nazie, liée à la cause par une combinaison d'éducation, de rituels et de renforcement constant. Bien que Himmler soutienne ouvertement les enfants illégitimes, tous les dirigeants nazis n'étaient pas d'accord avec lui. Walter Gross, chef du bureau de la politique raciale du NSDAP, avertissait que favoriser l'illégitimité affaiblissait le mariage et la famille. Fritz Lenz, un éminent eugéniste, croyait que les enfants illégitimes avaient une intelligence et une valeur génétique inférieures à la moyenne. Néanmoins, le programme Lebensborn perdura et produisit des milliers d'enfants racialement purs que les nazis croyaient être la base de leur nouvelle Allemagne. Récolte nordique. L'expansion du Lebensborn en Europe. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé, les nazis ont ressenti l'urgence d'étendre leur programme Lebensborn pour compenser la perte de sang nordique due à la guerre. Après avoir déclaré la guerre à l'URSS en 1941, ces pertes sont devenues énormes. Cela a augmenté la pression pour accroître le taux de natalité. En 1943, l'avortement est devenu un crime capital. Les SS ont enregistré tous les membres qui étaient les seuls enfants dans leur famille et les ont encouragés à avoir des enfants avec des femmes racialement adéquates des territoires occupés. 16 femmes, avec leurs bébés, pouvaient rester dans les foyers de maternité Lebensborn, où leurs enfants seraient élevés de la même manière que les enfants allemands. Le programme a évolué au point où les nazis ont même kidnappé des enfants aux traits aryens et les ont emmenés en Allemagne. Le succès de Lebensborn a varié dans différents pays européens. Aux Pays-Bas, l'organisation a été confrontée à la concurrence de la Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, NSV, une autre organisation de bien-être nazie. La NSV a établi des foyers de maternité et en 1943, environ 1000 enfants de guerre sont nés dans les foyers de la NSV. Lebensborn a eu du mal à s'établir aux Pays-Bas et a ouvert son premier foyer peu avant la libération. Au Danemark, Lebensborn a également rencontré des défis. Bien que la population danoise ait été hautement classée dans la hiérarchie raciale nazie, le pays n'a été formellement occupé qu'en 1943. Avant cela, les autorités danoises géraient le problème des enfants de guerre. Après l'occupation, les autorités allemandes ont pris le contrôle, mais Lebensborn n'a jamais réussi à s'implanter. Le premier foyer de Lebensborn au Danemark a été ouvert seulement en mai 1945, juste au moment où la guerre prenait fin. La Belgique a présenté différents problèmes pour Lebensborn. La population belge se composait de Flamands et de Wallons. L'idéologie nazie considérait les Flamands comme supérieurs aux Wallons. Cependant, pour des raisons politiques, les Allemands devaient traiter les deux groupes sur un pied d'égalité. Cela a rendu difficile le fonctionnement efficace de Lebensborn. En 1943, un foyer de maternité Lebensborn a été ouvert en Belgique, mais il a rapidement été interrompu par l'invasion alliée. La France a été un autre pays difficile pour Lebensborn. La population française n'était pas très bien considérée racialement par les nazis, mais il y avait quelques éléments aryens qu'ils voulaient préserver. Des plans ont été faits pour kidnapper des enfants de familles germaniques dans des régions comme la Normandie et l'Alsace-Lorraine. Ces enfants seraient emmenés en Allemagne et élevés comme des Allemands. En 1942, Lebensborn s'était établi en France, ouvrant un foyer de maternité près de Paris. Les mères et les enfants étaient examinés de près pour déterminer leur pureté raciale, et ceux considérés comme précieux étaient pris en charge par Lebensborn. Le cas le plus réussi pour Lebensborn en dehors de l'Allemagne a été la Norvège, car les nazis croyaient que les Norvégiens avaient le sang nordique le plus pur. Après que le pays a été occupé en mai 1940, les nazis ont commencé à mettre en œuvre leur programme Lebensborn immédiatement. Ils ont encouragé leurs soldats à entamer des relations amoureuses avec des femmes norvégiennes, espérant que cela résulterait en la production d'enfants de sang nordique supérieur. Pendant les 5 années d'occupation,
Lebensborn a établi une base solide en Norvège. Plusieurs bureaux ont été ouverts dans tout le pays, ainsi que 9 foyers Lebensborn. C'était un nombre élevé étant donné qu'il y avait 10 installations similaires en Allemagne. La raison pour laquelle le programme Lebensborn a été si réussi en Norvège était que les Allemands ont adopté une approche plus active que dans tout autre pays occupé. Deuxièmement, les Allemands avaient jusqu'à 400 000 soldats stationnés dans le pays pendant l'occupation. Ces soldats étaient stationnés pendant de longues périodes et vivaient en contact très proche avec les civils norvégiens. Par conséquent, un nombre relativement élevé de relations amoureuses entre eux et les filles norvégiennes n'était pas inhabituel. Paradoxalement, le facteur qui a principalement contribué au succès de Lebensborn était précisément l'animosité norvégienne envers les occupants et leurs collaborateurs. Les filles qui tombaient enceintes de soldats allemands étaient refusées d'aide par leurs amis et parents et étaient obligées de chercher un soutien médical et matériel des occupants allemands. À la fin, le programme Lebensborn en Norvège s'est avéré être le plus réussi de tous les pays occupés. Les chiffres étaient si impressionnants qu'ils pouvaient rivaliser même avec ceux de l'Allemagne. On estime qu'environ 12 000 soi-disant enfants de guerre sont nés en Norvège pendant l'occupation, dont 8 000 dans des foyers Lebensborn. Pour les nazis, cet afflux d'enfants représentait une précieuse infusion de ce qu'ils considéraient comme le sang nordique le plus pur dans la nation allemande. Jeunesse forgée par le feu, la Hitlerjugend. Élever des enfants racialement purs n'était que le premier pas vers la création d'un monde dominé par les Aryens. Les enfants, envisagés comme les porteurs de ce nouveau monde, devaient posséder des traits intellectuels, spirituels et physiques parfaits. Ces enfants devaient être imprégnés de l'idéologie nazie et du sens de la suprématie aryenne. C'est pourquoi les nazis prêtaient une grande attention à l'endoctrinement des plus jeunes, principalement à travers la célèbre organisation connue sous le nom de Hitlerjugend. La Hitlerjugend, ou la jeunesse hitlérienne, a été créée en 1926 et est devenue l'organisation de jeunesse officielle du parti nazi en 1933. Son objectif principal était d'endoctriner la jeunesse allemande avec l'idéologie nazie. L'organisation s'adressait aux garçons et aux filles de 10 à 18 ans, les divisant en différents groupes: Deutsches Jungvolk pour les plus jeunes garçons, Hitlerjugend pour les garçons plus âgés, Jungmädel pour les plus jeunes filles et Bund Deutscher Mädel pour les filles plus âgées. L'organisation avait pour but de contrôler chaque aspect de la vie des jeunes, y compris l'éducation, l'entraînement physique et les activités de loisirs. La Hitlerjugend était structurée pour créer de futurs soldats et mères alignés sur les valeurs nazies. Les garçons passaient par un entraînement physique rigoureux et des exercices militaires pour les préparer à des rôles futurs dans les forces armées. Les filles étaient formées aux compétences domestiques, à l'aptitude physique et aux soins infirmiers, reflétant l'accent mis par le régime sur les rôles de genre traditionnels. Au début de la Seconde Guerre mondiale, des millions de jeunes Allemands étaient impliqués dans l'organisation. L'idéologie de la Hitlerjugend se concentrait sur la pureté raciale et l'aptitude physique. La croyance était qu'un corps fort et sain était essentiel à la prospérité de la race aryenne. L'idéologie promouvait l'idée que ceux qui étaient physiquement aptes étaient supérieurs et avaient le droit de dominer les autres. L'éducation dans la Hitlerjugend était également conçue pour inculquer un sens de supériorité raciale et de devoir. Dès leur plus jeune âge, on enseignait aux enfants qu'ils faisaient partie d'une race supérieure et qu'ils devaient s'efforcer de développer une force physique et mentale. Cette éducation incluait un mélange de darwinisme social et de racisme, en insistant sur le fait que la lutte et la victoire assureraient la survie des plus aptes. L'antisémitisme était un composant central de l'idéologie. Les Juifs étaient tenus responsables de divers problèmes sociaux et économiques, et cette haine était propagée pour rallier le soutien des jeunes. L'idéologie liait les Juifs au communisme et à des conspirations internationales, les faisant devenir les boucs émissaires des problèmes de l'Allemagne. Cette propagande antisémite n'était pas nouvelle, mais elle a été amplifiée par les nazis pour justifier leurs actions et politiques. Les matières académiques, comme les mathématiques, les sciences et l'histoire, étaient enseignées selon une perspective nazie. Par exemple, les problèmes de mathématiques impliquaient souvent le calcul des trajectoires de bombes, et les cours de sciences mettaient l'accent sur la pureté raciale et la supériorité de la race aryenne.
Les cours d'histoire étaient remplis d'histoires de héros et de martyrs nazis, destinés à inculquer un sentiment de fierté et de devoir envers le Troisième Reich. Les compétitions jouaient un rôle significatif au sein de la Hitlerjugend. Les membres étaient encouragés à viser l'excellence dans tous les domaines, que ce soient les sports, les études ou le service communautaire. Ces compétitions visaient à promouvoir la cohésion de groupe et le travail d'équipe, plutôt que la gloire individuelle, reflétant ainsi la croyance nazie en la force collective et l'unité. Pour les filles, en particulier au sein du Bund Deutscher Mädel, BDM, le programme d'études était légèrement différent. Leur formation mettait également l'accent sur la condition physique et la loyauté envers Hitler, mais incluait aussi la préparation à leur futur rôle de mères et de femmes au foyer. Les activités des filles comprenaient souvent des leçons de soins aux enfants, de cuisine et d'autres compétences domestiques, ainsi que des activités de plein air, bien que leurs expériences soient généralement moins militaristes que celles des garçons. Les membres de la Hitlerjugend vivaient chez eux, mais leur participation à l'organisation avait un impact significatif sur les relations familiales. En raison des horaires stricts de la Hitlerjugend, beaucoup de parents voyaient rarement leurs enfants. Les enfants partaient pour l'école le matin et ne rentraient parfois qu'en fin de soirée, ce qui rendait difficile le temps passé en famille, surtout pour ceux qui travaillaient dans des fermes et avaient besoin de l'aide de leurs enfants. Cependant, le plus grand problème résidait dans le fait que l'organisation nazie interférait dans la vie familiale, allant jusqu'à dicter ce que les parents devaient acheter à leurs enfants pour leurs anniversaires. Cela provoquait souvent des conflits entre parents et enfants. Bien que les nazis parlent en termes élogieux de l'unité familiale, cela ne s'appliquait que si les parents soutenaient les idéaux nazis. Dans les foyers où les parents ne partageaient pas l'idéologie nazie, les tensions étaient encore plus grandes. Les nazis étaient hostiles envers ses parents, et les enfants étaient encouragés à voir l'État comme leur véritable autorité. Si les parents s'opposaient à la Hitlerjugend, ils risquaient des amendes ou même la prison. Dans certains cas, les enfants étaient retirés de leur famille par la Hitlerjugend locale pour des raisons telles que amitié avec des juifs ou refus d'adhérer à la Hitlerjugend. Avec un fort endoctrinement par la propagande nazie, cela créait encore plus de tensions, les enfants pouvant considérer leurs parents comme politiquement peu fiables. Certains enfants allaient même jusqu'à dénoncer leurs propres parents, entraînant leur arrestation. Malgré la structure rigide et l'accent fort sur l'idéologie, beaucoup de membres de la Hitlerjugend trouvaient un sentiment d'appartenance et de but dans l'organisation. La camaraderie et les expériences partagées créaient des liens forts entre les membres. Pour beaucoup, la Hitlerjugend offrait un chemin clair et un sentiment de certitude dans des temps troublés. Jeunesse en guerre, les lignes tragiques du front de la Hitlerjugend. En plus de l'entraînement physique et de l'endoctrinement politique, l'entraînement militaire était un élément significatif de la vie de la Hitlerjugend, en particulier à mesure que la Seconde Guerre mondiale avançait. Au cours des premières années de la guerre, la Hitlerjugend se concentrait sur la préparation de SS membres pour un service militaire éventuel. Les enfants étaient soumis à un entraînement physique rigoureux conçu pour les endurcir et leur inculquer de la discipline. Ils participaient à des exercices militaires, apprenaient à manier des armes et réalisaient des exercices de résistance. Cet entraînement visait à créer un groupe de jeunes physiquement aptes et mentalement préparés qui pourraient s'intégrer rapidement dans les forces armées lorsque cela serait nécessaire. Initialement, les tâches de la Hitlerjugend étaient relativement sûres et se concentraient sur le soutien de l'effort de guerre à l'intérieur de l'Allemagne. Les membres livraient des ordres de mobilisation, guidaient les troupes, aidaient à évacuer les civils des zones dangereuses et creusaient des tranchées. Ils collectaient également des matériaux essentiels comme le métal et le papier, souvent en faisant une compétition pour voir qui pourrait en collecter le plus. Tant les garçons que les filles participaient aux travaux agricoles, aidant les agriculteurs à récolter les cultures. Les filles avaient des responsabilités supplémentaires comme assister la Croix-Rouge, travailler dans les cuisines et s'occuper des enfants des mères travailleuses. Mais à mesure que la menace de guerre commençait à planer sur l'Allemagne, la participation de la Hitlerjugend devenait de plus en plus dangereuse. En 1943, les garçons de 15 ans et plus étaient recrutés pour manier des canons anti-aériens.
Ils opéraient également des projecteurs et servaient de messagers. Lorsque les troupes alliées se sont approchées des frontières allemandes, ces enfants ont été jetés au combat, bien qu'ils n'aient jamais eu de formation militaire formelle. Cependant, en tant que véritables loyaux à Hitler, la Hitlerjugend a répondu à l'appel et s'est précipitée pour défendre la patrie. L'une des unités militaires de la Hitlerjugend les plus remarquables était la 12e division Panzer-SS Hitlerjugend. Cette unité était composée exclusivement de recrues de la Hitlerjugend, dont beaucoup avaient moins de 16 ans. Cette division était notable pour son ironie tragique. Alors que les nationaux-socialistes adoptaient des lois pour protéger les jeunes, leur interdisant de boire ou de fumer, ils n'hésitaient pas à envoyer ces jeunes au combat pour mourir pour l'Allemagne. La tragédie de l'histoire est que la plupart des enfants se sont portés volontaires pour rejoindre la 12e division Panzer SS, poussés par un sens du devoir et une loyauté endoctrinée envers Hitler. Cependant, dans certains districts, les membres de la Hitlerjugend étaient forcés de rejoindre. Un chef de la MG a décrit comment les membres étaient enfermés dans une pièce et pressés de s'enrôler dans la SS. Ceux qui refusaient faisaient face à la menace d'être envoyés dans un camp de recrutement. La division a vu sa première action importante lors de la bataille de Normandie en 1944 sous le commandement de Kurt Meyer. La division a montré un courage fanatique et une détermination, des traits qui leur avaient été inculqués à travers des années d'éducation nazie. Malgré leurs succès initiaux, la division a subi de lourdes pertes. En un mois, ils ont perdu 20% de leurs hommes tués, 40% disparus et blessés, et 50% de leurs chars et véhicules blindés. Le fanatisme de la division Hitlerjugend a été remarqué même par leurs ennemis. Les forces alliées ont été déconcertées par la loyauté intense et la volonté de se battre jusqu'à la mort montrée par ces jeunes soldats. Un médecin allié a raconté une rencontre avec un garçon grièvement blessé qui, malgré ses blessures, proclamait avec véhémence sa loyauté envers Hitler. Cet incident a mis en évidence la profondeur de l'endoctrinement qu'avaient subi ces jeunes. Malgré leur manque d'expérience et leur jeune âge, on attendait de ces enfants qu'ils accomplissent leurs tâches avec le même niveau d'engagement que les soldats expérimentés. Cela a conduit à de nombreux résultats tragiques, car les enfants soldats ont été tués en masse en action en raison de leur manque de formation. Dans les derniers jours de la guerre, le Volkssturm incluait des enfants beaucoup plus jeunes que 16 ans. Il y a des récits d'enfants de seulement 8 ans impliqués dans les combats. Hugo Steckamper, qui a été recruté dans le Volkssturm à 15 ans, se souvenait d'un enfant de 8 ans qui a réussi à détruire un char avec un bazooka. Ces jeunes soldats ont fait face à la dure réalité de la guerre, témoignant et expérimentant une violence intense et la mort à un très jeune âge. Beaucoup de ces enfants rêvaient de gagner des médailles pour leur bravoure et d'apporter de l'honneur à l'Allemagne, mais se sont confrontés aux dures réalités de la guerre. La fin de la guerre a vu la Hitlerjugend engagée dans la défense de Berlin. Hitler, dans ses derniers jours, a continué à exhorter ses enfants à se battre pour le Reich. Lors de la bataille de Berlin, des milliers de membres de la Hitlerjugend ont combattu avec seulement une fraction survivant. Ils ont défendu le bunker de Hitler jusqu'à la fin, montrant leur endoctrinement et leur loyauté même face à la mort certaine. Génération brisée, l'héritage de l'endoctrinement de la Hitlerjugend. Après la chute du Troisième Reich, les membres survivants de la Hitlerjugend ont affronté un nouvel ensemble de défis dans l'Allemagne d'après-guerre. L'entraînement physique et mental intense auquel ils avaient été soumis, combiné aux dures réalités de la guerre, a gravement affecté leur santé mentale. Beaucoup ont souffert de troubles de stress post-traumatique, TSPT, et d'autres conditions connexes qui n'ont pas été largement reconnues ni traitées à l'époque. Pour aggraver les choses, les anciens membres de la Hitlerjugend ont fait face à divers degrés de stigmatisation. Dans l'Allemagne d'après-guerre, être associé au régime nazi était source de honte et de culpabilité. Beaucoup d'anciens membres ont gardé secrète leur participation passée pour éviter la discrimination et l'ostracisme social. Ce secret a souvent conduit à des sentiments d'isolement et de conflits internes alors qu'ils luttaient avec leurs identités et les rôles qu'ils avaient joués pendant la guerre. Pour les anciens membres, l'endoctrinement qu'ils avaient reçu a façonné leurs croyances et attitudes. Beaucoup d'entre eux avaient fait partie de la Hitlerjugend dès leur plus jeune âge, et l'exposition constante à l'idéologie nazie
a eu un effet profond sur leur vision du monde. Après la guerre, ils ont eu du mal à concilier ces croyances avec la nouvelle réalité d'une Allemagne vaincue et les efforts de dénazification qui l'accompagnaient. Le processus de dénazification a été lent et douloureux. Les anciens membres ont dû affronter les mensonges qu'on leur avait enseignés. Beaucoup ont lutté avec des sentiments de culpabilité et de complicité. La réalisation que les Alliés, dont on leur avait appris à se méfier, n'étaient pas les exterminateurs que les nazis avaient dépeints, a été un tournant significatif. Au lieu de cela, ils ont découvert la véritable ampleur des crimes nazis, y compris le génocide des Juifs et d'autres considérés comme indésirables. Le processus de dénazification a impliqué la rééducation et un changement dans les valeurs sociales. Les anciens membres ont dû s'adapter à une Allemagne qui rejetait le national-socialisme et cherchait à se reconstruire sur des principes de démocratie et de droits de l'homme. Beaucoup d'anciens membres de la Hitlerjugend sont finalement devenus des adultes réussis. Alors que certains continuaient à croire en des aspects de l'idéologie nazie, d'autres l'ont renié complètement. Certains ont choisi de partager publiquement leurs expériences, parlant aux générations plus jeunes des dangers du totalitarisme et de l'importance de la pensée critique et de la responsabilité morale. Ils espéraient qu'en comprenant le passé, les générations futures éviteraient de répéter les mêmes erreurs et empêcheraient la résurgence de telles idéologies. L'héritage de la Hitlerjugend a également joué un rôle dans la formation de l'identité nationale allemande. La nécessité d'affronter et de se souvenir des chapitres sombres de l'histoire, y compris le rôle de la jeunesse dans le régime nazi, est devenue une partie intégrante de l'identité de l'Allemagne d'après-guerre. La vie après la guerre n'a pas été plus facile pour les milliers d'enfants du programme Lebensborn. Les garçons et filles nés dans les foyers Lebensborn, en particulier en Norvège, ont été condamnés socialement pour quelque chose dont ils n'étaient pas responsables. Le régime qui les avait encouragés avait disparu, et les nations auxquelles ils appartenaient ne voulèrent pas d'eux. Au lieu de profiter des fruits de la liberté, des milliers d'enfants Lebensborn ont été contraints de vivre un cauchemar. Beaucoup d'entre eux, incapables de faire face au fardeau, sont tombés dans la drogue et l'alcool et ont souvent mis fin à leur jour. Le grand plan conçu par des esprits pervers pour élever une race d'Ubermenschen superhumains a terminé en ruine, ne laissant qu'un sombre héritage de générations brisées.